Linkin Park est un des plus grands groupes de l'histoire. Qu'on les aime ou non, on ne peut pas leur retirer ça. Pour beaucoup de monde, ils ont été l'introduction aux musiques dites alternatives. Ils ont participé à la composition de bandes originales de films comme Matrix ou comme évidemment Transformers. Mais leurs chansons ont aussi quelquefois des sujets qui méritent qu'on y jette un œil. Alors préparez-vous, on va parler de scientologie, de bombes nucléaires, de mouvements sociaux des États-Unis dans les années 60, et plein d'autres choses, vous allez voir, ça va être sympa. Est-ce que vous avez envie que je vous parle de Overflow de Linkin Park ? Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que les ayants droit de Linkin Park sont particulièrement sensibles à l'utilisation de leur contenu et ont tendance à très rapidement bloquer la vidéo dans le monde entier. Alors, ce que vous allez voir n'est pas la vidéo que j'ai créée à la base, c'est un travail pour utiliser toutes les astuces possibles pour pouvoir la mettre en ligne. Alors, vous n'aurez pas les extraits dans la qualité et la manière que je voulais vous les montrer, mais la vidéo peut sortir et c'est ça qui est important au final. Bonne vidéo. En 1996, 3 copains du lycée de Agora Hills en Californie se regroupent pour faire de la musique. Mike Shinoda, Brad Delson et Rob Bourdon. Ils font venir avec eux un DJ, Joe Hahn, et un bassiste, Dave Phoenix Farrell. Ils seront rejoints par un chanteur, Mark Wakefield. Et ne vous inquiétez pas, ça arrive. Bref, ces personnes se regroupent dans le studio qu'a improvisé Mike Shinoda dans sa chambre, et ils créent ensemble le groupe qui sera nommé Xero. Ils créeront 4 chansons et ensemble feront la première partie pour un groupe qui s'appelle SX10 ou SX10 et surtout pour un autre petit groupe qui s'appelle System of a Down. Ouais, c'est trop cool. Bref, Brad Delson présente au groupe Jeff Blue, un mec avec qui il a travaillé pendant qu'il était à l'université, un mec qui travaille dans les labels. Et Jeff Blue, il va leur dire, franchement, vous avez un gros potentiel. Par contre, votre chanteur, c'est pas ouf. C'est... non. Donc, va peut-être falloir penser à changer. Mais eux, c'est une bande de copains, ils étaient en mode, bah non, on est ensemble, on va y arriver ensemble, quoi. Après quelques temps, et n'ayant toujours pas réussi à signer avec un label, les mecs, ils sont là, ils commencent un peu à se regarder et ils se disent... ce qu'on fait, c'est cool, mais c'est vrai que, bon, question chant, on pourrait chercher mieux, quoi. Donc, Mark Wakefield, il les regarde en mode... Vous me regardez un peu tous de manière insistante, je pense qu'il y a un message que je dois comprendre. Et du coup, le groupe se sépare de Mark Wakefield comme ça. Et Dave Phoenix Farrell part, lui, en tournée avec son autre groupe. Donc pendant ce temps-là, Xero se retrouve un peu à l'arrêt, avec leur bassiste qui est parti, leur chanteur qui a été viré, et bah, ils se retrouvent un peu à pas trop savoir comment enchaîner, parce qu'ils cherchent un chanteur, mais ils en trouvent pas. Ils trouvent vraiment pas ce qui
le truc qui va faire que leurs chansons seront spéciales. Et du coup, ils vont retourner voir Jeff Blue. Encore vous? Il leur dit, bah, si vous cherchez un chanteur, je sais pas si vous connaissez, mais il y a un groupe qui s'appelle Grey Days. Et leur chanteur, il est incroyable. Et il irait trop bien avec votre musique. Fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Et donc ainsi, Linkin Park faisait connaissance avec Chester Bennington. Ça devient évident pour le groupe et pour Chester qu'ils doivent travailler ensemble. Mike et Chester ont une connexion qui immédiatement relance complètement le projet de Xero, tout en passant tout de même par un changement de nom que vous allez reconnaître, Hybrid Theory. Pendant ce temps-là, sachant que Phoenix n'est toujours pas revenu avec le groupe, 3 autres bassistes rejoindront successivement le groupe. D'ailleurs, ce sera Scott Scozial qu'on verra dans les premiers clips du groupe, plutôt que Dave Phoenix Farr. En 1999, ils sortent un EP qu'ils font circuler sur Internet un peu partout, sur toutes les chatrooms, les trucs comme ça, pour vraiment faire parler d'eux avec ce qu'ils ont appelé une armée Internet, avec tous leurs potes qui passaient leur temps sur Internet, quoi. C'est un EP qui sera appelé Hybrid Theory. Après ça, ils partent en quête d'un label pour essayer de percer dans la musique. Et ils cherchent, c'est difficile de trouver un label, hein. Il y a beaucoup de demandes, très peu de gens qui sont prêts à prendre un risque pour vous. Et ils se retrouvent à contacter Jeff Blue, qui entre-temps était arrivé chez Warner Bros. Records. Et Jeff Blue, c'est un vrai de vrai. Il a vu ses potes dans la galère, mais comme il croyait en eux, il est allé voir la direction, il a dit, les gars, j'ai un groupe pour vous, faut qu'on le signe. Ah bah là, il y a le beau geste, pardon. Et donc Warner Bros. Records a signé Hybrid Theory. Mais, ce qui s'est passé, c'est que Warner Bros. Records, ils ont dit, en ce moment, il y a un groupe qui fonctionne pas trop mal, qui s'appelle Hybrid. Et vous, vous appelez Hybrid Theory. Donc, ça va pas fonctionner. Ça attriste un peu les membres du groupe parce que Hybrid Theory représentait vraiment bien le principe de leur sonorité, le fait de mélanger différents styles musicaux, etc., tenter des choses, ça correspond bien, Hybrid Theory. Mais le label veut qu'il change de nom, donc il trouve un autre nom, celui où Chester avait dormi, enfin il était garé à côté de ce parc-là, et il dormait dans sa voiture quand il était arrivé à Santa Monica. Il était garé à côté du parc Lincoln. Donc ils se sont dit, Lincoln Park, en plus c'est un parc qui est sympa, on l'aime bien, etc. C'est cool. Et puis ils se sont dit, oui mais en fait, là il faut qu'on ait un site internet. Et lincolnpark.com, c'est pris. Alors que linkinpark.com, c'est pas pris. Et voilà. Et c'est devenu Linkin Park. Et ils ont juste un peu changé le nom de Linkin Park et voilà. You have to see me what I am. I'm the only genius in the whole fucking business. Goodbye. Linkin Park commence à composer un premier album qui s'appellera Hybrid Theory. Sauf que, encore une fois, Warner Bros, ils ont un petit problème. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ils se disent, Chester, de toute évidence, c'est une star. De toute évidence, il a tout le poids de son groupe sur les épaules. C'est lui, il a une voix extraordinaire, il a une énergie, il a quelque chose d'unique. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un rappeur alors que c'est du rock? C'est pas pertinent
d'avoir un rappeur. Donc ils ont fait un rendez-vous avec seulement Chester, en lui disant « C'est toi la star, pourquoi vous gardez le rappeur? Virez-le, il sert à rien. » Ou alors, il ferme juste sa tronche et il compose juste. Il joue de la guitare et du piano, mais il fait rien d'autre. Il arrête de rapper. Ce à quoi Chester a répondu. You remember we sat in the kitchen at NRG Studio and he like took us aside and he's like, hey, you guys, like you need to know, they did this to me today. Holy shit. In my mind, I'm like, oh boy, like this is the beginning of the end, right? Because they're right, like he's incredible and we need him. Yep. Like, I don't know if he needs us. We were like, well, what did you say? And he goes, I told him to go fuck themselves. Like, I was like, yes, like, okay, he has our back, we have his back. That was the start, to me, that was like a real galvanizing moment. That was the start of, you know, all for one and one for all. Plus tard, Dave Phoenix Farrell reviendra avec Linkin Park et en 2000, Linkin Park sortira son premier album, Hybrid Theory. Cet album sera évidemment un tournant dans l'histoire du groupe, mais aussi dans la vision moderne de la musique, avec toutes ces influences variées, ses sonorités, son entrée aussi pour effectivement, comme je le disais dans l'introduction, son entrée pour beaucoup de monde dans la musique alternative, dans le métal, pour d'autres aussi la découverte du rap, hein, parce que tout le monde n'a pas juste découvert le rock grâce à Linkin Park, les gens ont aussi découvert, ceux qui n'écoutaient que du rock, ont aussi découvert le rap, l'électro, etc. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le mélange de tant de choses qui permet de faire de Linkin Park quelque chose d'unique. C'est d'ailleurs cet album et l'album Meteora qui sortira en 2003. Qui donneront envie à une adolescente à ce moment-là de 14 ans de se mettre à chanter. Je tiens aussi à parler un peu rapidement quand même de quelque chose, parce que je pense que je ne vais pas souvent parler de Linkin Park sur cette chaîne, donc j'ai envie de parler de Réanimation, l'album qui a suivi Meteora, qui est arrivé un petit peu après, qui est pas trop considéré comme un album, un album en soi, parce que c'est un album de remix. Et si certains d'entre vous me suivent sur TikTok, vous m'avez peut-être vu dernièrement cracher sur les remixes qu'on voit passer beaucoup de nos jours, sur le fait que les gens ils accélèrent ou ralentissent juste le tempo, parfois ils ajoutent juste en fond et ils disent que c'est un remix. Non, c'est de la merde. Et justement, pourquoi je suis aussi difficile avec les remixes, c'est parce que j'ai grandi en écoutant Réanimation. Et c'est incroyable, c'est vraiment un album. Si vous pouvez écouter cet album, faites-le. Faites-le. Après cela, la carrière de Linkin Park sera ce qu'on connaît, donc avec ses hauts et ses bas, avec de très grands succès et avec des moments très difficiles, et évidemment la mort, le suicide de Chester Bennington, qui mettra fin pendant une période au groupe. Je ne vais pas en parler plus en détail parce que la chanson du jour a été composée après la mort de Chester Bennington. Mais je n'oublie pas les youtubeurs qui en avaient rien à faire de Linkin Park ou du rock en général et qui se sont jetés comme des rapaces sur la mort de Chester pour se faire de la visibilité. Chester sera toujours plus qu'un nombre de vues sur YouTube.
Après la mort de Chester Bennington, donc, Linkin Park se mettra en retrait du monde de la musique. Ils arrêteront un peu de composer, etc. Ils partiront un peu tous dans leur coin pour réapprendre à vivre par eux-mêmes. Mike Shinoda, lui, composera un album solo qui s'appellera Post-Traumatique, qui traitera de la perte de son ami et de comment il a vécu ça, de comment il a essayé de passer à autre chose, etc. C'est un album qui est très fort, qui est très intéressant à écouter. Je vous le conseille si vous aimez le rap, si vous aimez le travail de Mike Shinoda, vous allez aimer cet album. It was a month since he passed, maybe less, and no one knew what to do. We were such a mess. They're watching as I fall, they're staring as I go. Mais dans toute cette histoire, dans cette longue histoire de Linkin Park, les gens ont oublié un détail. L'origine du groupe, c'est un groupe de copains. Et donc, en 2019, Johan va appeler Mike Shinoda en lui disant « Ça fait longtemps qu'on s'est vu, on brunch, on mange un truc ensemble. » Donc ils se sont retrouvés, ils ont mangé ensemble, ils ont discuté, ils ont rigolé, et de cet instant a découlé « Ça fait longtemps qu'on a fait de la musique ensemble, ça me manque. » Donc, ils ont rappelé les copains, ils ont rappelé Brad, ils ont rappelé Rob, ils ont rappelé Dave. Ils ont rassemblé tout le monde en disant « Venez, on fait de la musique. On reprend, on fait juste des petites sessions entre nous, juste pour le plaisir de reprendre la musique. Pas d'objectif particulier derrière. » Ils ont tous dit « Ok », sauf Rob Bourdon, qui lui avait repris sa vie avec sa famille. Il a les moyens de vivre tranquillement avec eux. Et il s'est dit « La musique, c'est derrière moi. Je suis dans une vie calme et reposante maintenant. Je suis très content comme ça. C'est bon. » Ils ont dit « Ok ». Mike, il a dit « J'ai travaillé avec un mec, Colin Brittain, qui est super sympa, qui est compositeur, qui est parolier, qui est producteur. Il sait jouer de la batterie. On lui propose de venir et puis on va voir. » Donc Colin Brittain est venu avec eux. Il était trop content de faire de la batterie avec Linkin Park pendant que les mecs hit jamais. Et puis au bout d'un moment ils se sont dit ce serait cool d'avoir quelqu'un qui puisse chanter. Alors ils ont fait venir de temps en temps un chanteur, une chanteuse, ça et là. Mais Mike Shinoda s'est souvenu d'une discussion qu'il avait eue avec Rob Bourdon. Rob Bourdon qui lui avait dit « Tu devrais écouter le groupe Dead Sarah. Parce que la chanteuse, elle est incroyable. » Il y avait eu déjà quelques petits contacts entre le groupe et la chanteuse, mais ça s'était un petit peu arrêté là. Et du coup, ils lui ont proposé de venir pour des sessions de musique. Et au fur et à mesure des sessions, il a fait venir de plus en plus souvent chanter. Et puis au fur et à mesure, ils ont commencé à se dire « Ce serait bien de recomposer des chansons. » Et du coup, ils ont commencé à composer des chansons. Et une fois qu'ils ont composé des chansons avec la chanteuse, Mike Shinoda a ressorti un projet de chanson qui s'appelle The Emptiness Machine. Et il a dit « Dis-moi, Emily Armstrong, est-ce que tu veux essayer d'enregistrer cette chanson ?» Ce à quoi elle a répondu « Avec grand plaisir. » Alors, elle a enregistré The Emptiness Machine. Et là, Mike Shinoda s'est dit The Emptiness Machine, c'est complètement du Linkin Park. Et elle a chanté dessus exactement comme on voulait. On est Linkin Park. Linkin Park, c'est ça. C'est un groupe de copains qui fait de la musique ensemble, avec ces sonorités-là, avec cette façon de penser la musique. On est Linkin Park. Même s'il n'y a plus de Chester, on est Linkin Park. Si la perte du chanteur, Chester Bennington, a été une véritable douleur, parce que pour eux, c'était un ami. On oublie souvent que c'était leur ami. C'était quand même un projet à la base qui s'est créé sans Chester,
Et surtout, c'était un projet pour lequel tous les musiciens du groupe prenaient part. Ils ont tous participé à la composition, à la création des chansons, à la création des visuels, etc., etc. Ils se sont mis d'accord pour garder ce nom, et je pense franchement que Emily Armstrong fait honneur à Chester. Emily Marcia Armstrong est née le 6 mai 1986 à Los Angeles, en Californie. Quand elle a eu 11 ans, elle a commencé à écrire des chansons et à jouer de la guitare. Et à 14 ans, elle a découvert le groupe Linkin Park. Et elle a décidé que elle allait se mettre à chanter. Et que rien d'autre n'avait de sens pour elle, si ce n'est faire de la musique. Elle voulait devenir une rockstar. En 2002, elle a commencé à passer du temps avec Susan Mae Elizabeth Medley, plus connue sous le nom de Susie Medley. Et ensemble, elles vont créer rapidement un groupe qui s'appelle Epiphany. Et assez rapidement, le groupe se tournera vers le nom Dead Sarah, parce qu'elles ont écouté la chanson Sarah de Fleetwood Mac. Elles ont compris Dead Sarah au lieu de Said Sarah. Et honnêtement, je comprends un peu. Le groupe connaîtra son premier succès en 2012 avec la sortie d'un album sobrement nommé Dead Sarah. Une chanson en particulier sortira du lot par rapport à cet album, et cette chanson s'appellera The Weatherman. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a une autre chanson qui s'appelle The Weatherman, et qui est une chanson que j'aimerais particulièrement traiter sur cette chaîne, donc voilà, c'est rigolo. Le groupe a aussi attiré l'attention des aficionados du rock, avec une cover de Heart Shaped Box de Nirvana. Et cette cover, on va pas se mentir, alors déjà, elle a été adoubée par Dave Grohl, donc c'est très cool. Mais on va pas se mentir, franchement, cette cover qui est disponible dans Infamous The Second Son, je pense qu'elle vient vraiment du simple fait qu'on entend une chanteuse avec une voix comme ça, on se dit, on veut l'entendre chanter du Nirvana. Emily Armstrong participera aussi à des concerts, à des chansons d'autres artistes comme The Offsprings, Demi Lovato ou Courtney Love. Puis, elle recevra un appel d'un certain Mike Shinoda lui proposant de venir faire de la musique avec eux, et voilà, ça mènera à différentes sessions de musique, et comme l'expliquera Mike Shinoda, après une session de musique, ils étaient installés tous ensemble dans des canapés, à discuter, à rigoler. Et Mike a regardé sa montre et il a fait « Waouh, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, qu'on discute, qu'on rigole, qu'on fait les cons. » Et c'est une des choses qui lui a fait comprendre que, ouais, c'était avec toutes ces personnes-là qui voulaient faire de la musique. C'était avec les membres d'origine, et Colin Brittain, et Emily Armstrong. La connexion a été parfaite. Avec l'arrivée d'Emily Armstrong dans Linkin Park, plusieurs scandales sont apparus. Alors, dans un premier temps, même si elle avait une certaine notoriété à l'origine, il ne faut pas oublier qu'elle passait d'un petit groupe de rock indépendant qui fonctionnait pas mal, mais principalement aux États-Unis, à un groupe qui a un succès planétaire. Linkin Park, c'est un des plus gros groupes au monde. Donc on passe effectivement d'une visibilité certes bien plus élevée que la moyenne, mais pas non plus planétaire, à du coup Linkin Park.
Donc ça a amené, évidemment, dans un premier temps, des gens qui n'étaient pas contents que Linkin Park se reforme sans Chester. Ça, je peux comprendre, même si, bon, voilà, je peux comprendre. Ensuite, il y a eu des gens qui ont dit que c'était woke de remplacer la chanteuse, enfin le chanteur, par une chanteuse. Bon, déjà, si vous avez regardé les vidéos jusque-là, vous avez compris que c'est pas ce qui est rentré dans le champ des explications. Hein. Les membres du groupe, ils ont juste choisi une personne avec qui ils s'entendaient bien et qui avait une voix de ouf. Et jusque-là, on a quand même remarqué qu'elle a une voix de ouf. Et petite astuce pour savoir si un argument c'est de la merde ou pas, si quelqu'un vous dit « c'est woke », demandez-lui ce que ça veut dire « woke ». La plupart du temps, les gens ne savent pas ce que ça veut dire et utilisent juste ça pour partager de la haine gratuitement. Et évidemment, il y a aussi des gens juste qui n'aiment pas sa voix et je peux comprendre totalement, quoi. Voilà, c'est les goûts et les couleurs. Mais en dehors de ça, il y a deux sujets qui sont bien plus importants et qu'on va traiter maintenant. Le premier, c'est le cas de Danny Masterton. Elle l'a soutenu alors qu'il était accusé d'agression sexuelle. En fait, elle l'a pas ouvertement soutenu, mais elle a expliqué qu'elle est allée à la première audition au tribunal parce que c'était son ami et qu'elle ne pouvait pas croire qu'il avait fait ça. Il était accusé de 3 agressions sexuelles et au fur et à mesure, ça a encore plus, c'est parti encore plus en cacahuète. Et elle a expliqué elle-même, de ses propres mots, qu'à la sortie de la première audition, elle a considéré que son ami était un monstre et qu'elle ne voulait plus jamais avoir affaire à lui. Donc bon, je peux comprendre qu'on puisse avoir du mal à penser que son ami ait pu agresser des personnes. On croit les victimes, bien évidemment, mais au moins elle est allée voir et elle s'est dit, voilà, non, c'est horrible, c'est un monstre. Le sujet est clos, il a été jugé coupable, fin de l'histoire. Mais, comment est-ce qu'ils se connaissaient? Et là, on vient au deuxième sujet. Ils se sont connus parce que elle est scientologue. Mais la situation est en fait un peu plus complexe que elle est ou elle n'est pas. Elle est née dans une famille qui était scientologue. Enfin, qui est scientologue. Donc elle est née dedans. Ses parents étaient déjà scientologues quand elle est née. Sauf que, si on prend un petit peu de recul par rapport à ça, alors oui, elle va aux événements, etc., etc. Enfin, on l'a vu une fois à un événement, où il y avait plein d'autres célébrités sur qui on ne crache pas toute la haine du monde, comme par exemple Tom Cruise, hein, je tiens à rappeler que lui, il est quand même vachement tranquille par rapport à ces histoires-là, enfin bref, alors qu'il a des bails particulièrement horribles au cul, bref. Mais du coup, avant de partir dans un peu plus d'explications, je tiens aussi à dire que, même si je suis un petit youtubeur français qui fait pas beaucoup de vues, je veux éviter de dire des conneries. Enfin, je veux surtout éviter de dire des trucs qui pourraient me mettre mal. Donc je vais juste préciser d'entrée de jeu, la scientologie, en France, c'est considéré comme une secte. C'est pas autre chose. En France, c'est une secte. Ce n'est pas une religion. C'est une secte. Alors du coup, ce qui est important à savoir avec la scientologie, un premier exemple, enfin une première information, c'est que pour eux, l'homosexualité est une déviance. Dans la Dianétique, écrit par Ron Hubbard, donc le créateur de la scientologie, et la Dianétique, c'est la Bible de la scientologie. L'homosexualité, c'est une perversion qui empêche l'évolution spirituelle. Donc, c'est pas bien. Et ce, même si Keith Relkin a été un peu le porte-parole de la scientologie dans les milieux gays entre les années 80 jusqu'au milieu des années 2000. D'ailleurs, c'était principalement en Californie où il a récupéré beaucoup d'adhérents dans ce milieu-là, parce que c'était quelqu'un de connu et tout.
Mais quand on est arrivé en 2006, 2006, il y a eu un petit revirement qui a fait que notre petit Keith, il a dû participer à des séances de purification contre sa sexualité, des séances bien évidemment qu'il payait lui-même, et ce même si en 2009 ils se sont défendus en se disant qu'ils étaient les alliés de toutes les minorités parce qu'ils sont eux-mêmes oppressés, mais en gros ils veulent bien de ton argent pour payer ta rééducation, ils veulent pas de ta sexualité. Si tu es gay, sache que tu n'es pas le bienvenu chez les... Enfin, tu es le bienvenu si tu as de l'argent. Voilà. Et donc, pourquoi je dis ça? Il suffit de voir un clip où il y a Emily Armstrong pour savoir que... bah, elle est lesbienne, quoi. Donc déjà, là, il y a un petit problème, déjà. Mais, on peut se dire, oui, effectivement... mais il y a l'exemple de Keith qui était gay et qui était scientologue. Ok, le rapport entre la scientologie et la santé mentale est un peu complexe. En gros, la psychiatrie et la psychologie, pour eux, c'est de l'arnaque, c'est faux, c'est du mensonge. Alors, si je dis ce que je pense, qui est que la psychologie, la psychiatrie, etc., ça apporte des explications qui ne sont pas les mêmes que la scientologie, et si on va voir des psychologues, etc., on n'aura pas besoin de la scientologie. Donc ça ne leur plaît pas, donc ils n'aiment pas ça. Mais en plus de ça, des psychologues ont, après un entretien avec l'ex-femme de Ron Hubbard, ont dit qu'il avait un comportement schizophrénique paranoïde. Et ça n'a pas beaucoup plu au créateur de la scientologie, qui, en réponse à ça, a créé la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Alors, quand on entend ça, on se dit « Oh, ça c'est bien ça ». Non, parce qu'il n'utilise cette association que pour, enfin cette commission, que pour attaquer la psychologie, des psychologues, des psychiatres, etc., pour essayer de les faire fermer, pour que, du coup, les gens se tournent vers la scientologie. Et donc, pour eux, la maladie mentale, ça n'existe pas. Ce qui explique les maux des gens, les problèmes, alors c'est compliqué. C'est compliqué, il faut avoir un certain stade pour avoir accès à ces explications-là. Donc il faut avoir payé beaucoup d'argent au culte pour atteindre ce niveau de connaissance, ou alors faire des longues recherches sur la scientologie. Mais du coup, en gros, c'est des... Pour simplifier, oui, c'est des fantômes d'extraterrestres qui essayent de vous posséder et qui s'en prennent à votre esprit. Mais oui, c'est clair! C'est dans les sources de la vidéo, hein, c'est l'histoire de Xenu. Vous pouvez aller voir, c'est ça, en gros. Et donc, Emily Armstrong a évidemment été pas mal pointée du doigt là-dessus, parce que être chanteuse d'un groupe où le précédent chanteur était ouvertement dépressif et s'est suicidé à cause de sa dépression, quand t'es scientologue et que t'es censé ne pas croire aux maladies mentales, ça passe pas très bien. Sauf que du coup, on va s'intéresser aux chansons de Dead Sarah. On va commencer par une chanson sur l'album Pleasure to Meet You, première chanson de l'album, qui s'appelle Suicidal. Dans cette chanson, Emily Armstrong critique ouvertement les religions qui nous poussent à agir comme si tout allait bien, alors que, en son fort intérieur, on ne pense qu'à se foutre en l'air. C'est une chanson dans laquelle elle utilise aussi son temps de parole pour faire part de ses propres pulsions suicidaires. Mais bon, vous allez me dire, une chanson, voilà. En plus, c'est une chanson qui est un peu guillerette, un peu machin, même si elle est sarcastique, mais voilà.
Alors du coup, on écoute la dernière chanson de l'album, sur ce même album, hein. L'ouverture et la fermeture de l'album, c'est ça. La dernière chanson s'appelle « For You, I Am ». Pour vous, je suis. Et c'est très simple, cette chanson a dit « Si j'avais personne à qui je tiens, je me serais déjà foutu en l'air, mais je n'ai pas envie de perdre ces personnes-là. Donc, for you, I am. » Voilà, donc vraiment c'est un album qui commence et se termine avec le fait qu'elle a envie de se foutre en l'air. Je pense qu'on a quand même suffisamment d'infos là pour comprendre que elle aime pas beaucoup, enfin elle n'a pas forcément les mêmes pensées que la scientologie. Et j'ai aussi envie de citer un extrait de Casualty de Linkin Park. Bon, je ne sais pas, mais c'est elle qui chante ça en gueulant particulièrement énervé. Donc, je sais pas, voilà. Ensuite, les gens ont gueulé par rapport au fait qu'elle n'a pas, si elle n'est pas scientologue, elle devrait ouvertement prendre parole contre la scientologie. Et là aussi, c'est un peu facile de dire ça, mais déjà, sa famille est encore dans la scientologie, ils y sont encore, ses parents. Et surtout, si vous voulez, vous pouvez aller voir à nouveau dans la description, il y a le lien d'une commission d'enquête du Sénat, il me semble, si je ne me trompe pas, voilà, dans lequel monsieur Roger Gonnet, un ancien scientologue, explique ce qu'il a vécu quand il a quitté la scientologie et qu'il a commencé à prendre la parole sur la scientologie. On parle d'envoi d'huissier, de procédure Bayon, de procès, etc. Il y a aussi d'autres personnes qui ont parlé de vitres brisées, de coups de pression moins légaux, etc., etc. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe réellement, hein, si des scientologues importants me regardent. Je suis juste un YouTuber. Et petit fun fact, alors c'est probablement moi qui vais chercher les choses trop loin, mais le groupe s'appelle Dead Sarah. Le premier groupe de Emily Armstrong s'appelle Dead Sarah, sachant que l'ex-femme de Ron Hubbard s'appelait Sarah et que avant de mourir, elle a pris ouvertement parole contre la scientologie. Bon, c'est probablement moi qui vais chercher trop loin là. Bref, on va passer à autre chose pendant que je suis encore en vie. Overflow est une chanson super intéressante, mais déjà d'un point de vue composition. La chanson a énormément évolué au fur et à mesure de sa composition. Elle est passée par pas moins de 4 versions différentes, avec toujours cette sensation de... Ils avaient du mal à avancer dessus, mais ils revenaient dessus. Ils voulaient pas la lâcher parce que ça fait partie de ces chansons. C'était Dave Phoenix Farrell qui disait que cette chanson, il y a toujours une chanson comme ça dans un album, une chanson où on n'arrête pas de revenir dessus, de la retravailler, on galère, mais on la lâche pas parce qu'on sent qu'elle a quelque chose d'unique, elle a quelque chose en plus. C'est une chanson particulière. Et avec The Emptiness Machine, c'est ses 2 chansons préférées de l'album. Bref, les premières pierres de la chanson sont posées en 2002. Et c'est une chanson qui a une ambiance particulièrement sombre, particulièrement oppressante, avec une sensation de pression qui n'arrête pas de nous écraser, de nous entourer. On a l'impression de se noyer dans quelque chose de sombre. Et la chanson est censée représenter en partie la négativité dans laquelle on s'enfonce quand on va maintenant sur les réseaux sociaux qui sont pleins d'énormément de négativité et on n'arrive pas à s'en libérer. On scrolle, on scrolle, on scrolle, on continue, on se nourrit de ça et on ne s'arrête pas en fait. On est dans un monde plein de tensions, de chaos, de violence et on n'arrive pas à s'en sortir et ces réseaux sociaux, ces
les médias, etc. ne font que nous enfoncer dedans au lieu de nous offrir une fenêtre sur le soleil. La musique, qui est construite en boucle, joue sur cette sensation d'enfermement. On reste bloqué dans cette boucle. Avec toutes les pistes sonores qui se répètent, qui se mettent les unes sur les autres, etc., qui donnent en plus cette impression d'être submergé. Overflow signifiant littéralement débordement. Les voix sont doublées, elles sont triplées, les couches de musique successives se rapportent à la pression. Et quand un silence arrive, c'est pour faire revenir avec encore plus d'épaisseur la musique, plus de pistes encore, d'intensité, avec une basse qui vous fait vibrer les boyaux. C'est une chanson qui a un rythme rapide, comme le disait Mike Shinoda, c'est une chanson sombre mais fun, dansante, etc. Personnellement, moi, dès la première écoute de l'album, cette chanson, elle m'a fait tiquer. C'est-à-dire que honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'album entier. J'ai été vraiment pris, j'ai adoré l'écouter. Mais alors cette chanson, je me suis dit, qu'est-ce que je viens d'écouter? Waouh, j'ai vraiment eu un blocage, je me suis dit, je dois retenir le nom de cette chanson, elle est spéciale. Et encore aujourd'hui, c'est ma chanson préférée de l'album. J'adore cette sensation lancinante, étrange, avec une certaine puissance, et puis avec ouais, les envolées vocales de Emily Armstrong, qui est vraiment une chanteuse incroyable. C'est vraiment une chanson très unique. Mike a expliqué que c'est une chanson qui a été construite en plusieurs étapes, donc avec différents groupes de personnes. Et si toutes ces personnes ont apporté des choses pertinentes pour la chanson, il expliquait que la version finale de la chanson devait se créer avec les membres du groupe, que c'était une chanson qui devait être de Linkin Park. Donc, en gardant les choses pertinentes de tout le monde, mais condensées et rassemblées en quelque chose de Linkin Park. Mike Elizondo, qui a été un des bassistes de transition de Linkin Park, a participé à la composition de cette chanson, il a participé aux discussions, etc. sur cette chanson, ce qui est intéressant parce que en soi, Linkin Park a vraiment failli travailler avec lui, il a failli remplacer Dave pendant l'absence, et en gros, quand il était censé commencer à travailler avec eux, il a reçu un appel de Dr. Dre, qui lui disait qu'il le voulait sur son prochain album, et qui voulait aussi qu'il travaille avec Eminem. Ce à quoi Mike Shinoda a dit « Oui, franchement, vas-y. Vas-y vraiment. » Donc ils étaient très contents de pouvoir enfin travailler ensemble sur une composition. À la fin de la chanson, on entend un bruit de cassette et une chanson qui commence. C'est un extrait de la chanson Fuse, qui est la seule chanson de Xero qui n'a pas été republiée, parce qu'elle contient des samples de Disney. Pourquoi une rupture comme ça après cette chanson, alors que toutes les autres chansons, à l'exception de Good Things Go, toutes les autres ont des transitions assez smooth, assez travaillées. Pourquoi celle-là a une rupture aussi franche? Bah, c'est tout simplement parce que Mike a dit que c'est une chanson qui est tellement particulière, tellement différente de tout, qu'il fallait une rupture à la fin pour passer à autre chose. Vous êtes en train de vous dire, il s'est trompé, lui, c'est pas la bonne chanson. Et vous avez raison. Ah, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Je ne me suis pas trompé, mais cette chanson est importante pour comprendre Overflow. En 2007, Linkin Park sort l'album Minutes to Midnight. C'est une référence, le titre, à l'horloge nucléaire, l'horloge de la fin du monde. C'est une horloge
qui, en gros, quand elle arrivera à 0, ça voudra dire que c'est la fin du monde. Elle a été créée en 1947, au début de la guerre froide, et elle est régulièrement mise à jour par le Bulletin des scientifiques atomiques et l'Université de Chicago. Et en gros, donc, c'est un décompte jusqu'à minuit. Actuellement, nous sommes à 23h, 58 minutes et 31 secondes. Pour vous donner un exemple, au moment de la crise des missiles de Cuba, on n'était pas aussi proche de minuit. Nous sommes actuellement le plus proche qu'on ait jamais été de la fin du monde. Fin du monde due au désastre écologique qu'on est en train de vivre, à l'évolution des technologies qui devient de plus en plus rapide et incontrôlable, et évidemment à l'utilisation des armes nucléaires en guerre. L'album qui a suivi Minutes to Midnight s'appelle A Thousand Suns. C'est une référence aux propos de Oppenheimer, quand il parlait de sa création, la bombe atomique, où il l'a décrite comme étant « as bright as a thousand suns », aussi lumineuse qu'un millier de soleils. C'est un album conceptuel basé autour de la guerre nucléaire. D'ailleurs, dans cet album, on peut entendre dans la chanson The Radiance un sample de ce même Oppenheimer disant « Now I am become death, the destroyer of worlds ». Mais la chanson dont je vous parle s'appelle Wretches and Kings, les miséreux et les rois. Enfin, miséreux et rois. Cette chanson est une chanson très intéressante quand on prend par rapport au prisme de Linkin Park. Linkin Park qui a beaucoup parlé d'émotions, de sentiments, etc., de toutes ces choses-là. Eh bien, cette chanson a un contexte complètement politique et social. Mais on va d'abord parler de musique. C'est une chanson qui commence avec un discours politique. Dont je vous donnerai plus d'informations après. C'est des sonorités très hip-hop. Du synthé qui tâche, avec de la grosse basse, mais avec toujours ce mélange de genres, avec des sonorités aussi très rock, et le tout mis ensemble donne une sensation vraiment de chanson, une musique de lutte, quelque chose qui nous donne envie d'aller péter des trucs. On va pas se mentir, d'aller affronter des trucs. On a une ambiance de lutte, d'affrontement. C'est des sonorités très agressives qui font monter une sorte de frustration et de colère et qui nous donnent l'impression que tout est sur le point d'exploser. Et ça va péter! Maintenant, quand on jette un œil à ce que la chanson veut nous dire, eh bien, on a l'ouverture de la chanson qui nous propose un discours de Mario Savio. Et c'est pas n'importe quel discours, parce qu'il a lieu en 1964 lors du mouvement du Free Speech Movement. Juste avant ce moment, il y avait eu le Freedom Riders Movement, qui était donc en fait des personnes qui étaient allées conduire des bus remplis de personnes afro-américaines pour leur permettre d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour leur État du Mississippi. Le Mississippi, alors déjà je vous conseille de regarder Mississippi Burning, c'est une expérience qui vous marquera à vie. Et c'est un État qui est ségrégationniste, franchement ségrégationniste, et où le Ku Klux Klan était encore très bien implanté, et je me demande s'il n'est pas encore plutôt bien implanté là-bas. Et donc on empêchait les personnes afro-américaines de pouvoir voter. Donc eux, il y a des gens qui sont allés les aider à pouvoir aller s'inscrire pour pouvoir voter. Je voudrais faire une petite précision. Le mouvement des Freedom Riders est un mouvement qui s'est étendu sur la longueur, qui est lié au mouvement du Civil Rights Movement, et ils ont eu plusieurs actions, ils ont fait plusieurs choses. Et dans ces choses, il y a ce dont je parle actuellement, mais ils n'ont pas fait que ça. Je précise
par rapport à notre histoire actuelle. Et ce mouvement a mené à plus ou moins une interdiction de la politisation des universités américaines. Alors, on va se dire, mais pourquoi un truc quand même plutôt positif, on va pas se mentir, mènerait à ça? Eh bien, il faut revenir à l'université où le discours de Mario Savio a eu lieu. L'université de Berkeley. Parce qu'il y a notamment beaucoup d'universitaires de cette université qui ont participé au mouvement des Freedom Riders. Et donc cette université, elle a eu un professeur particulièrement connu, un professeur de physique, Robert Oppenheimer. Encore vous? Et Robert Oppenheimer a énormément participé, au-delà de son importance par rapport à la création de la bombe nucléaire et donc de l'album, il a énormément participé à la politisation de cette université. Et Robert Oppenheimer était ouvertement socialiste. Il n'était pas communiste, il avait des liens avec le communisme, mais il était socialiste. Il a encouragé ses élèves à participer à des cercles de discussion, à échanger sur leurs expériences, à écouter ce que les autres vivent, ce dont les autres souffrent. Et il les a encouragés aussi à s'intéresser au mouvement de résistance espagnol, etc., etc. C'est notamment ces idéaux profondément de gauche qui l'ont poussé à s'investir dans la recherche pour la bombe atomique. Alors certes, parce qu'il y a aussi ce besoin de découvrir qui est inhérent au fait d'être scientifique, mais aussi parce qu'il voulait mettre fin à la guerre, il voulait mettre fin au fascisme. Putain d'enculé de fasciste de merde, je vais vous faire un pot! Il voulait mettre fin à ces idéaux d'extrême droite que partageaient les nazis, et il voulait aussi permettre cela d'être un moyen de mettre fin à toutes les guerres. Hélas, comme on le voit, ça n'a pas fonctionné. Et donc, ces liens avec le socialisme et un peu le communisme a fait que dans les années 50, il est tombé sous le coup du macartisme et de leur chasse à la sorcière communiste qui l'a mis pas mal dans les ennuis. Cette politisation, du coup, de l'université de Berkeley, une politisation de gauche, donc, ça plaît pas beaucoup aux dirigeants américains. Je tiens à rappeler que depuis très longtemps, en Amérique, vous avez le choix entre la droite un peu centriste ou la droite très à droite. Chez eux, la gauche, ça n'existe pas. Si tu es de gauche, t'es communiste, on t'aime pas. Regardez le traitement qu'a reçu Bernie Sanders alors que il était juste de gauche, quoi. Il était pas... Enfin bref. Mais donc, évidemment, vous dites à des étudiants, vous n'avez pas le droit de faire ça, ça leur donne encore plus envie de faire ça. Et quand, en plus de ça, la police de l'université de Berkeley a essayé d'arrêter un des étudiants de l'université parce qu'il avait participé au mouvement des Freedom Riders, il y a eu une réaction directe. Des milliers d'étudiants se sont entassés autour de la voiture de police, l'empêchant de circuler, et ils ont manifesté là. Ils sont grimpés sur la voiture pour pouvoir l'utiliser comme une plateforme pour faire leur discours, et ils ont créé ce mouvement du free speech. Et ils considéraient que ce n'était ni au gouvernement, ni aux médias de leur dire comment ils devaient se politiser. Et la politisation, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est pas quelque chose qu'on nous impose. Ce mouvement provoquera de nombreuses arrestations d'étudiants, aura son lot aussi de violences policières, mais il fera aussi parler de lui parce que John Baez ira chanter pour les manifestants. C'est aussi des manifestations qui mettront les bases des manifestations contre la guerre au Vietnam. Et ce mouvement fera partie, en partie, c'est pas... mais de la création du mouvement hippie. Et donc, pendant ces manifestations, Mario Savio prendra la parole avec ce discours. There's a time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part.
And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop. Et donc, si vous vous demandez contre quelle machine il veut se battre, contre quelle machine il faut se mettre en obstacle, et ben c'est la même machine contre qui eux sont énervés. Donc, cette chanson, qui commence avec le discours de Mario Savio, nous fait comprendre que ce sera une chanson qui sera basée sur la lutte entre les personnes qui ont le pouvoir et les richesses et les opprimés, les travailleurs, les pauvres. C'est une chanson qui appelle à la lutte, à la rébellion, qui joue sur le jusqu'à quel point on est prêt à aller pour se sortir d'une situation difficile, mais qui questionne aussi qu'est-ce qu'on devient si nous-mêmes on prend le pouvoir. Est-ce qu'on est capable de garder nos idéaux ou est-ce qu'on sera corrompu par le pouvoir? Cela dit, arrêtons-nous un instant sur un extrait de la chanson. C'est une situation où il n'y a plus de recul possible, c'est une situation où on ne peut plus que se battre, affronter et renverser le système mis en place. Un système profondément inégalitaire, écrasant les faibles pour favoriser les puissants. Évidemment aussi, appuie sur le bouton et fait tout exploser, c'est de toute évidence une référence au fait d'utiliser l'arme nucléaire. Parce que ça reste quand même le meilleur moyen de tout balayer, quoi. Bon, voilà. Normalement, j'ai réussi à mettre en évidence un élément important. Et vous avez le contexte. On peut continuer. Au début de la chanson, Mike répète en boucle la même chose, de manière presque lointaine, éthérée. Qui nous enferme déjà dans une sorte de spirale négative, pessimiste et inintéressée. On peut aussi entendre la voix d'Emily au loin, nous expliquant qu'on continue d'en remettre des couches. On participe à ce trop-plein de négativité. L'intro du couplet nous met dans une situation qui est déjà complexe et dangereuse, où chaque action ne fait qu'attiser le problème. La pression monte et en appuyant sur le bouton, on met fin au monde. Si on peut y comprendre une action qui fait tout dégénérer, comme ça arrive dans les manifestations, dans les révoltes, etc., on peut aussi y voir une référence, comme en parlait Mike Shinoda, aux réseaux sociaux. Hein, on appuie sur un bouton et puis tout devient fou. Kind of like when you're on social media and you're like, there's just too much shit. Like it's just so much. Mais aussi, comme je l'expliquais, et avec le contexte de lutte, etc., vous comprenez pourquoi c'était si important d'en parler. Ça peut être une référence à la bombe nucléaire, c'est une référence directe à la chanson Riches and Kings et à son sujet, du coup. Nous nous effondrons. C'est la sensation qu'on a quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde les médias. Il y a des génocides en cours, il y a des guerres qui sont seulement liées à l'ego des dirigeants. Les sociétés se déchirent, la haine prend le dessus partout. On préfère juger plutôt que de tendre la main. Et cette surreprésentation de la violence dans les médias nous désensibilise et nous fait tolérer une violence qui normalement devrait nous choquer. Ça nous anesthésie à la souffrance des autres. C'est un jeu auquel participent activement les médias, nous montrons toujours plus et plus d'horreur, participant à cette société de terreur. Ce cycle de négativité se nourrit lui-même, privant toute chose de lumière et d'espoir. Ça nous tourne nous-mêmes en des sources de négativité, ce qui fait que si on se déconnecte pas, si on n'arrive pas à faire ça, on va se laisser déborder.
Débordé, le monde sombre, la fin des temps arrive. Quelqu'un a appuyé sur le bouton et a déclenché quelque chose d'irréversible. Le sol tremble, le ciel tombe et on disparaît dans l'oubli et le plus rien. Comme les Hibakusha, les survivants des bombes de Nagasaki et Hiroshima, qui ont passé le reste de leur vie, alors déjà dans un premier temps à se cacher parce qu'ils étaient discriminés à cause de leur radioactivité, mais qui ont passé le reste de leur vie à participer, à prendre la parole, à lutter contre la guerre et à encourager un monde d'amour. Avec leur disparition, leur message meurt avec eux. C'est une chanson qui ne porte pas vraiment de marque d'espoir, qui nous fait comprendre que si on ne fait que nourrir la négativité, elle ne fera que se nourrir de nous. En restant dans cette spirale, on ne fera qu'être tiré vers le bas et se laisser se faire déborder. Linkin Park est un groupe mythique. C'est un groupe qui a marqué la musique, qui n'a jamais peur d'essayer des nouvelles choses, de tenter des nouvelles sonorités. C'est un groupe explorant toutes les possibilités, qui est innovant. C'est aussi un groupe qui est composé d'artistes qui s'intéressent à beaucoup de choses, énormément de choses, et qui est capable de créer à partir de différentes choses. Tout les inspire, même ce qui est difficile dans ce contexte. On est dans une période de trouble, à un moment où on doit prendre un virage. Est-ce que on prend le bon ? J'ai l'impression que notre société n'a pas forcément su choisir comme il fallait. On préfère se déchirer en fonction des origines ou des préférences sexuelles des gens, plutôt que faire face aux réels problèmes qui nous entourent. On préfère détourner les yeux d'un génocide. On préfère encourager le financement des ultra-riches plutôt que des services publics. Enfin bref. Cette chanson, malgré son désespoir apparent, je trouve qu'elle, justement, elle donne une forme d'espoir. Parce que justement, elle est une sorte de gouffre d'obscurité et elle nous fait un symbole. C'est justement là-dedans. Le gouffre est là et on doit savoir qu'on doit s'arrêter là et qu'on doit tendre les bras pour éviter que les autres tombent aussi. On doit apprendre à se battre pour de jours meilleurs, pour des jours plus beaux, plus lumineux, plutôt que sombrer dans cette noirceur. Dans cette chanson, il y a des inspirations comme Wretches and Kings qui nous encouragent à nous battre pour nos droits, pour nos vies, pour faire que le monde devienne un meilleur endroit, plus équitable, s'inspirant d'une des grandes luttes sociales de l'histoire des États-Unis. Les références à la bombe nucléaire aussi, évidemment. Bien que je ne l'ai pas précisé, vous pouvez vous en douter en entendant son nom de famille, Mike Shinoda. Certes, c'est un Américain, mais il est d'origine japonaise. Et donc évidemment que je pense que le sujet de la bombe atomique fait partie des trucs qui le captivent aussi, parce que c'est son histoire. Bien que sa famille n'était pas au Japon à cette période-là. D'ailleurs, il y a une excellente chanson dont je parlerai probablement un jour ici, qui s'appelle Kenji, une de ses meilleures chansons, je pense. N'oubliez pas que les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, etc., même si on ne peut pas réellement appeler ça de l'info, ils se nourrissent de cette négativité, de cette noirceur, pour que vous soyez absorbés, pour que vous soyez accrochés, prêts à voir la prochaine horreur, prêts à voir la prochaine chose qui va vous choquer. Eux, ils se font de l'argent avec ça. N'oubliez pas qu'ils se font de l'argent sur votre stress, sur votre souffrance, sur vos peurs, sur vos craintes. Ils font ça que pour se faire de l'argent. Et pour certains transmettre des idées, transmettre des idéaux qui sont faux, qui ne sont pas la réalité. Bref, dans ces situations-là, il ne faut pas oublier d'ouvrir la fenêtre, de regarder dehors, de regarder le ciel, de voir que le soleil brille toujours, de voir que les oiseaux continuent de voler. Vous pouvez tendre la main à votre voisin, vous pouvez aimer, vous pouvez aider. La haine restera à jamais le pire ennemi de l'humanité.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous aimez Linkin Park, comment vous avez découvert Linkin Park, ce que vous pensez d'Emily Armstrong. Moi, je trouve qu'elle a une voix vraiment incroyable. J'adore vraiment ce nouvel album, comme j'adore toujours autant ce que Linkin Park faisait avant. Chester était un chanteur incroyable, Emily Armstrong est une chanteuse incroyable. Je pense qu'il y a très peu de groupes qui peuvent se permettre d'avoir dans leur histoire 2 chanteurs aussi impressionnants. Donc je suis, en tant que fan de Linkin Park depuis mon enfance, je suis très heureux de voir Linkin Park continuer de faire de la musique et de faire de l'aussi bonne musique. C'était passionnant de se plonger dans cette chanson. Je pensais que ce serait une vidéo qui serait facile, qui serait courte, parce que je connais Linkin Park, etc., etc. Et en fait, je me suis retrouvé encore une fois à me plonger dans des recherches historiques, dans des recherches sociales, etc. C'était captivant, mais ça prend du temps, je suis désolé là-dessus. J'ai du mal, je pensais pouvoir sortir la vidéo beaucoup plus rapidement, mais en plus je suis tombé malade entre-temps, donc ça m'a fait en plus quasiment une semaine où je ne pouvais pas travailler, donc bref. Mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, vraiment s'il vous plaît, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Partagez avec vos amis, avec les gens qui aiment Linkin Park, avec tout ça. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Salut! And you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all.